Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de révision de toutes les notions grammaticales vues en classe de seconde. Vous avez déjà travaillé précédemment sur ces notions et aujourd'hui, vous allez travailler en vous appuyant sur un extrait dans lequel vous aurez à mener des analyses grammaticales. Pour mémoire, les notions grammaticales abordées en classe de seconde sont les suivantes: le verbe, notamment la valeur des verbes et la concordance des temps, la phrase, phrase simple et phrase complexe, et surtout les constituants, les relations au sein de la phrase complexe, les propositions relatives et enfin les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe. Pour cette séance, nous allons travailler sur la scène 6 de l'acte 4 du Barbier de Séville de Beaumarchais. Je vous invite à prendre votre œuvre de Beaumarchais si vous l'avez à portée de main. J'ai dû, dans les diapositives suivantes, réduire la taille du texte, si bien que je ne suis pas sûre qu'il soit très aisé de travailler dessus. En attendant, je fais la lecture de cet extrait. Le conte, Rosine, Figaro. Figaro allume toutes les bougies qui sont sur la table. Le conte. La voici. Ma belle Rosine. Rosine d'un ton très compassé. Je commençais, monsieur, à craindre que vous ne vinssiez pas. Le comte. Charmante inquiétude. Mademoiselle, il ne me convient point d'abuser des circonstances pour vous proposer de partager le sort d'un infortuné. Mais quelque asile que vous choisissiez, je jure sur mon honneur. Rosine. Monsieur, si le don de ma main n'avait pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne seriez pas ici. Que la nécessité justifie à vos yeux ce que cette entrevue a d'irrégulier. Le comte. Vous, Rosine, la compagne d'un malheureux, sans fortune, sans naissance. Rosine. La naissance, la fortune? Laissons là les jeux du hasard. Et si vous m'assurez que vos intentions sont pures, le comte à ses pieds. Ah, Rosine, je vous adore. Rosine indignée. Arrêtez, malheureux. Vous osez profaner? Tu m'adores? Ah, tu n'es plus dangereux pour moi. J'attendais ce mot pour te détester. Mais avant de t'abandonner au remords qui t'attend, apprends que je t'aimais, apprends que je faisais mon bonheur de partager ton mauvais sort. Misérable Lindor, j'allais tout quitter pour te suivre. Mais le lâche abus que tu as fait de mes bontés et l'indignité de cet affreux comte, Almaviva, à qui tu me vendais, ont fait rentrer dans mes mains ce témoignage de ma faiblesse. Connais-tu cette lettre? Le comte vivement. Que votre tuteur vous a remise? Rosine fièrement. Oui, je lui en ai l'obligation. Le comte. Mon Dieu, que je suis heureux. Il la tient de moi. Dans mon embarras, hier, je m'en suis servi pour arracher sa confiance. Et je n'ai pu trouver l'instant de vous en informer. Ah, Rosine, il est donc vrai que vous m'aimez véritablement? Figaro. Monseigneur, vous cherchiez une femme qui vous aima pour vous-même. Rosine. Monseigneur? Que dit-il? Le comte, jetant son large manteau, paraît en habit magnifique. Oh, la plus aimée des femmes, il n'est plus temps de vous abuser. L'heureux homme que vous voyez à vos pieds n'est point Lindor. Je suis le comte Almaviva qui meurt d'amour et vous cherche en vain depuis 6 mois. Nous allons commencer les activités de cette séance de grammaire par un travail sur les temps verbaux et leur emploi. J'ai surligné un certain nombre de verbes dans l'extrait que je viens de lire et je vous invite à réfléchir de façon à répondre à 2 questions. La première, c'est à quel temps est conjugué le verbe. La seconde, c'est pourquoi ce temps-là? Quelle est la valeur d'emploi de ce temps? Pourquoi est-ce qu'on utilise celui-là et pas un autre? Je vous invite à arrêter la vidéo, à réfléchir à ces 2 questions pour chacun des verbes surlignés en jaune et puis une fois que vous aurez trouvé quelque chose, vous relancez la vidéo de façon à avoir une correction. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance qu'il y a à se confronter à l'exercice plutôt qu'à attendre que la correction vienne, ce qui est évidemment moins efficace pour progresser. Quant à moi, je me livre à la correction. Je commençais, vous avez reconnu sans difficulté, je crois, l'imparfait. L'imparfait, c'est une action passée. Alors, on avait dit en cours, et je redis ici, l'imparfait a cette particularité qu'il permet d'envisager l'action de l'intérieur, sans se soucier du début de l'action et de la fin de l'action. En fait, on la prend en cours de route et on la suit de l'intérieur, c'est l'expression qui me semble le plus appropriée. Et
le fait que l'on suive l'action de l'intérieur permet finalement de mettre en valeur cette action puisque elle paraît tout d'un coup gagner en importance. On est au cœur de cette action. Elle met en relief l'action en question. Ici, évidemment, c'est la tante de Rosine qui est mise en relief. Deuxième verbe, qui a dû vous poser quelques soucis. Que vous ne vinciez pas. Alors quand je le dis ainsi, que vinciez, évidemment vous reconnaissez facilement le subjonctif. Subjonctif imparfait en l'occurrence, c'est un temps qui est peu usité, en particulier à l'oral. Le subjonctif, ça sert à quoi? Le subjonctif, ça sert à évoquer quelque chose qui est de l'ordre du possible, donc qui n'est pas réalisé. Quand vous avez un verbe qui va évoquer une émotion, un sentiment, un désir, vous avez toujours derrière le subjonctif, puisque ce que vous redoutez, ce que vous désirez, évidemment, n'est pas encore advenu. Donc, le verbe craindre ici entraîne l'emploi du subjonctif. Et comme la phrase précédente, je commençais, est au passé, eh bien c'est le subjonctif imparfait qui s'impose. Si la phrase était au présent, je commence, monsieur, à craindre que vous ne veniez pas. Donc là, ce serait du subjonctif présent. Le temps suivant, facile à reconnaître, il ne me convient point, c'est du présent. Il permet de situer dans le temps et ici, évidemment, le temps en question, c'est le présent en lien avec le moment d'énonciation, avec le moment où le personnage dit cette phrase, il ne me convient point d'abuser. N'avait pas dû suivre. Avait dû, on a donc affaire à un temps composé. La première partie du verbe, l'auxiliaire, est à l'imparfait. On a donc affaire à du plus que parfait. Nous avions dit en cours que souvent, le plus que parfait, comme tous les temps composés, avait une valeur d'antériorité. Ça veut dire que l'action se passe avant une action exprimée au temps simple. Mais vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas d'action au temps simple, c'est-à-dire à l'imparfait, oui. Alors c'est parce que ici, le plus que parfait est engagé dans une condition. Il est engagé dans une proposition qui commence par si. Si le don de ma main n'avait pas dû. Ça veut dire qu'ici, en fait, il ne date pas les choses. Il ne permet pas de savoir, de rendre compte du moment, d'une situation dans le temps. Il permet en fait d'évoquer quelque chose qui n'est pas arrivé au passé, ce que l'on appelle l'irréel du passé, ce qui aurait pu arriver mais qui n'est pas arrivé finalement. Donc si le plus que parfait, c'était difficile à dire, vous êtes dans le cas de figure où le plus que parfait exprime l'irréel du passé. Seriez, pas de difficulté majeure, on a ici du conditionnel présent. Pourquoi est-ce qu'on a du conditionnel présent? Pourquoi est-ce qu'il est employé ici? Parce que c'est une condition. Si le don de ma main n'avait pas dû suivre, alors voilà donc ce conditionnel en relation avec le plus que parfait qui précède. C'est donc un conditionnel qu'on dit en emploi modal. Donc il dit lui aussi l'irréel. Que la nécessité justifie à vos yeux ce que cette entrevue a d'irrégulier. Que justifie, c'est du subjonctif présent. Et ici, le subjonctif présent, il est dans une phrase indépendante, dans une proposition indépendante, donc il exprime un souhait ou une injonction, un ordre donc. Ici, c'est évidemment un souhait. Laissons là. Impératif présent, pas de difficulté particulière, il n'y a pas de pronom personnel sujet ni de groupe nominal sujet, on est dans l'impératif. L'impératif, c'est l'injonction. Et c'est la même chose pour arrêter malheureux, on donne un ordre ou une supplique. Arrêter malheureux, c'est sans doute plus une supplique qu'un ordre. Verbe suivant, tu as fait. Là encore, on a un temps composé. La première partie de ce verbe, a. L'auxiliaire est au présent, on a donc affaire à du passé composé. Le passé composé, il est situé dans le temps et il a une valeur d'accompli, c'est-à-dire que l'action est terminée au moment où on l'évoque. On fait, même
Interprétation que plus haut, on a du passé composé qui exprime une valeur passée avec une valeur d'accompli, l'action est terminée. Et le dernier verbe qui a dû aussi vous faire souffrir un petit peu, parce que il y a un T et parce qu'il y a un accent circonflexe, on voit bien que c'est pas du passé simple, c'est donc du subjonctif. Ici, c'est du subjonctif présent. Et le subjonctif comme plus haut, c'est le mode du possible. Ici, pourquoi est-ce que on met du subjonctif plutôt que de l'indicatif? Parce que Monseigneur cherchait une femme qui l'aima pour lui-même, et non pas qu'il l'aime pour lui-même, tout simplement parce que il ne sait pas au moment où il cherche si cette femme existe. Si il cherchait une femme qu'il avait vue dans la rue, Figaro aurait dit « Monseigneur, vous cherchiez une femme que vous aviez vue ». Donc le subjonctif, c'est pour ce qui est possible, mais pas tout à fait réalisé. Nous nous intéressons maintenant à l'analyse de la phrase. J'ai surligné un certain nombre de phrases dans le texte. Je vous propose de vous emparer de chacune d'entre elles en vous demandant tout d'abord quel est le type de cette phrase et dans un second temps, quelles sont les différentes propositions qui composent cette phrase, comment est-ce que ces propositions sont agencées les unes par rapport aux autres, quel est leur statut. Je vous laisse réaliser l'exercice en arrêtant la vidéo et relancer cette vidéo dès que vous aurez terminé. Quant à moi, je me livre à la correction. Première phrase, monsieur, si le don de ma main n'avait pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne seriez pas ici. On a ici une déclaration de Rosine, on est donc très naturellement, très logiquement dans une phrase déclarative. Dans cette phrase, on a trois groupes. Le premier est constitué uniquement du terme monsieur, qui a un statut particulier puisque monsieur est ici ce que l'on appelle une apostrophe. Une apostrophe, c'est un mot ou un groupe de mots qui permet d'interpeller celui à qui l'on parle et de l'interpeller ou bien de l'apostropher. Ensuite, j'ai une proposition. Si le don de ma main n'avait pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur. Je repère que c'est une proposition puisque j'ai le verbe à l'intérieur qui est conjugué, avait dû. On l'a travaillé plus haut. Cette proposition, elle est introduite par la conjonction si. Si elle est introduite par une conjonction, je sais qu'elle est subordonnée. Reste à savoir quel rôle elle joue dans la phrase. On voit bien ici qu'elle ne complète pas un verbe, elle vient donner finalement une information supplémentaire, elle introduit une condition. Et puisqu'elle introduit une condition qui, au sens large, est une circonstance, on peut parler de subordonnée circonstancielle de condition. La deuxième proposition, vous ne seriez pas ici, proposition ou conditionnelle, on l'a vu plus haut, est le cœur du message transmis. Il s'agit donc de la proposition principale. Deuxième phrase. Laissons là les jeux du hasard et si vous m'assurez que vos intentions sont pures. Alors cette phrase était difficile à analyser tout d'abord parce que quand on se pose la question du type, si l'on s'intéresse au début, laissons là les jeux du hasard, on se dit qu'il s'agit d'une phrase injonctive, c'est-à-dire qui donne un ordre. Si par contre on s'intéresse à la suite, et si vous m'assurez que vos intentions sont pures, là on est dans une déclaration. Donc, je ne prendrai pas de risque et je déclarerai qu'il s'agit d'une phrase injonctive dans sa première proposition, déclarative ensuite. Si on se lance maintenant dans l'analyse des propositions, on voit qu'il y a deux propositions. Laissons là les jeux du hasard et une deuxième, si vous m'assurez que vos intentions sont pures. En fait, on en a même une troisième, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux-là. Laissons là les jeux du hasard. Si vous m'assurez, ces deux propositions sont reliées par « et ». Et vous le connaissez, c'est un mot qui appartient à la fameuse phrase « meu donc ornicar », c'est une conjonction de coordination. On a donc effectivement deux phrases qui sont coordonnées. Là où la chose se complique un petit peu, c'est que vous voyez que la phrase n'est pas terminée. Si vous m'assurez que vos intentions sont pures, point de suspension. Donc, on peut imaginer qu'il y a derrière une autre proposition et vous reconnaissez dans « si vous m'assurez que vos intentions sont pures » cette fameuse conjonction de subordination « si » que l'on vient de voir plus haut. Donc, il y a fort à parier qu'en réalité, nous ayons
une première proposition, laissons là les jeux du hasard, qui est une proposition indépendante, qui va être coordonnée à un ensemble dont une partie est absente. Si vous m'assurez que vos intentions sont pures, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, et la principale, elle est pas là. Elle est élidée. Donc, ça nous donne deux propositions coordonnées par et, avec une première proposition qui est indépendante, et la deuxième proposition indépendante qui serait finalement sous-entendue, interrompue, non exprimée, et donc une proposition ici subordonnée, circonstancielle de condition. Il me reste une proposition à analyser, que vos intentions sont pures. Alors ici, vous avez une proposition qui est introduite par que. Ici, le que, vous voyez qu'il ne joue aucun rôle dans la proposition. Vos intentions sont pures. Le sujet, c'est vos intentions, le verbe, le complément. Donc, quand vous avez un que qui ne joue aucun rôle dans la proposition introduite, il s'agit d'une subordonnée, puisque c'est une conjonction de subordination. Reste à savoir quel rôle elle joue dans la phrase. Vous m'assurez quoi? Vous m'assurez que vos intentions sont pures. On a donc une proposition subordonnée qui complète le verbe, ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive. Allez, plus facile la troisième. Misérable Lindor. Ici, vous avez affaire à une phrase déclarative et j'ose espérer que personne n'a répondu une phrase exclamative puisque nous avons réglé la question, me semble-t-il une fois pour toutes. On ne considère pas l'exclamation comme un type de phrase puisqu'il peut se combiner avec d'autres types. Donc, phrase déclarative. Rosine déclare que Lindor est un misérable. Ici, ça va assez vite puisque des propositions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de verbe conjugué. Et comme il n'y a pas de verbe conjugué, on va parler d'une phrase nominale. Dernière phrase, ou plutôt dernière partie de phrase. Je suis le comte Almaviva qui meurt d'amour et vous cherche en vain depuis 6 mois. On a affaire ici à une phrase déclarative, ça pose pas de difficulté. Et on va identifier les différentes propositions. Je suis le comte Almaviva, première proposition. Qui meurt d'amour, deuxième proposition, deuxième verbe conjugué. Et vous cherche en vain depuis 6 mois. Deuxième proposition, deuxième verbe conjugué. Troisième proposition, troisième verbe conjugué, pardon. Donc, la première proposition, je suis le comte Almaviva, c'est évidemment la proposition principale. C'est-à-dire celle sur laquelle porte l'information principale ici. Vous remarquez à l'intérieur d'ailleurs un attribut du sujet. Je suis quoi? Je suis le comte Almaviva. Qui meurt d'amour? Ici, vous voyez que le qui joue un rôle dans la proposition, puisqu'il est le sujet de meurt d'amour. Donc, si le qui joue un rôle dans la proposition, c'est donc que ce n'est pas une conjonction de subordination, mais un pronom relatif. Pronom parce qu'il remplace un nom. Il remplace le comte Almaviva. Comte Almaviva est donc l'antécédent du pronom relatif qui. Donc, on a ici une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par un relatif. Un autre indice, c'est que vous pouvez la supprimer sans difficulté. Je suis le comte Almaviva. Donc, proposition subordonnée relative. Et ensuite, vous avez une troisième proposition et vous cherchez en vain depuis 6 mois. Alors là, c'est un petit peu difficile. Vous avez le « et ». Conjonction de coordination, on connaît bien, donc on a envie de dire, bon, bah, c'est une proposition indépendante qui est coordonnée au reste. Oui, mais vous cherchez en vain depuis 6 mois n'a pas de sens, puisqu'il manque le sujet. Et le sujet, en fait, c'est qui? Je suis le comte Almaviva, qui meurt d'amour et qui vous cherche en vain depuis 6 mois. Donc ici, on a une relative, une deuxième relative, qui vient caractériser le comte Almaviva et qui est reliée à la première relative par une conjonction de coordination, donc elle est coordonnée à la première relative, ce qui permet d'éviter de répéter le qui. Donc, pour faire simple, proposition principale et 2 propositions
subordonnée relative. Vous vous souvenez de la grande métaphore que j'avais développée en cours de la bague ou de la jupe? Ici, ces propositions qui meurent d'amour et qui vous cherchent en vain, vous pouvez les supprimer sans difficulté. Elles correspondent donc davantage à une bague qu'à une jupe. Vous pouvez ne pas mettre votre bague, c'est pas très grave, ça ne changera pas la face du monde. Si vous ne mettez pas votre jupe, par contre, la question se posera un petit peu différemment. Je continue. Nous nous intéressons maintenant à la proposition subordonnée relative. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous propose une première activité qui consiste à repérer les différentes propositions subordonnées relatives de cet extrait. Quand vous avez fini de le faire, vous relancez la vidéo. Quant à moi, je me lance dans la correction. Vous aviez un certain nombre de propositions subordonnées relatives. Les voici. Quelque asile que vous choisissiez, t'abandonner au remords qui t'attend, le lâche-abus que tu as fait de mes bontés, l'affreux conte Almaviva à qui tu me vendais, que votre tuteur vous a remise, que vous m'aimez véritablement, qui vous aima pour vous-même, que vous voyez à vos pieds, qui meurt d'amour, vous cherche en vain depuis 6 mois. Alors, 2 méritent d'explication. La première, c'est que votre tuteur vous a remise. Là, c'est assez surprenant de parler de relatif puisque c'est une phrase complète. Sauf qu'en réalité, cette phrase complète, elle vient à la suite de « connais-tu cette lettre ?» Et ici, vous avez en fait une relative dont l'antécédent est passé sous silence. Cette lettre que votre tuteur vous a remise. Et la deuxième qui mérite explication, mais on a déjà donné l'explication précédemment, c'est « vous cherche en vain depuis 6 mois » qui n'a pas de pronom relatif parce que celui-ci, en fait, figure dans la relative précédente et comme les 2 relatifs sont coordonnés par « et », on peut ne pas répéter le pronom relatif. Voilà pour les propositions subordonnées relatives que vous avez dû repérer sans trop de difficulté. Il y en a une peut-être qui vous a échappé. Et la voici. Ce que cette entrevue a d'irrégulier. Ici, vous avez une proposition subordonnée relative un peu particulière dans la mesure où vous voyez apparaître devant le pronom relatif le « ce », un « ce » dont on ne peut pas véritablement dire ce qu'il représente, ce qu'il contient. Donc, on reviendra dessus plus tard. Simplement, vous pouvez noter qu'il existe cette sorte de relative un peu particulière, qu'on avait déjà vue d'ailleurs. Deuxième activité, je vous propose de vous interroger sur le rôle de chacune des propositions relatives. Là encore, vous arrêtez votre vidéo et quand vous avez trouvé quelque chose, vous revenez à moi. Et moi, je me lance dans la correction. La correction, elle est très facile en fait. Toutes les propositions sont des propositions adjectives, c'est-à-dire qu'elles remplacent, elles tiennent le rôle d'un adjectif. Elles viennent apporter une information sur un nom ou un groupe nominal complété. Quelque asile que vous choisissiez, quelque joli asile, par exemple. Quelque asile choisi. Le remords qui t'attend, c'est la même chose, pardon, qui t'attend vient qualifier remords. De la même façon, que tu as fait de mes bontés qualifie le mot abus. Donc, toutes les relatives sont adjectives et d'ailleurs, elles peuvent être supprimées. Je reprends la fameuse métaphore de la bague. Ce sont des ornements qui viennent apporter un peu plus d'informations, mais qui ne sont pas nécessaires. Toutes? Ben non, pas toutes. Il y en a une qui échappe à la règle. C'est celle qu'on a surlignée en bleu. Je ne peux pas supprimer ici ce que cette entrevue a d'irrégulier. Que la nécessité justifie à vos yeux n'a aucun sens. Cette relative particulière qui est introduite par ce que ne peut pas être supprimée. Ça reste une relative, mais elle n'est pas adjective. Alors, je ne l'écris pas, mais pour les plus intéressés par la grammaire, c'est ce que l'on appelle une relative périphrastique. Peu importe si vous le retenez ou non. Nous en avons terminé avec la proposition relative. On passe maintenant, facile, aux accords. Nous arrivons à la dernière partie de notre séance qui est fort dense. Accrochez-vous, c'est bientôt terminé et là, il n'y a rien de difficile.
J'ai surligné tout un tas de passages dans le texte. Je vous demande simplement pour chacun des passages de justifier l'accord, qu'il soit l'accord dans le verbe ou un accord dans le sein du groupe nominal. Je me lance dans la correction. Alors, tout d'abord, quel asile? En fait, il s'agit d'un asile. Si vous choisissez un asile, n'importe lequel. Laissons là les jeux du hasard. Si je transforme la phrase, ça devient « Nous devons laisser là les jeux du hasard ». Donc, il est évident que c'est la première personne du pluriel. Avant de t'abandonner au remords qui t'attend. Qu'est-ce qui t'attend? C'est le remords. Donc, le sujet, c'est bien effectivement un sujet singulier. Le lâche-abus que tu as fait de mes bontés et l'indignité de cet affreux comte Almaviva à qui tu me vendais ont fait rentrer. On fait doit son accord au fait que le sujet, c'est le lâche-abus et l'indignité. Donc, il faut remonter un petit peu plus loin dans la phrase. C'était la seule, une des deux difficultés. La deuxième difficulté, elle est maintenant. Que votre tuteur vous a remise. Et pourquoi pas que votre tuteur vous a remis? Et là, vous repérez une des grandes difficultés de la langue française qui est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. On accorde uniquement si le COD est avant et on accorde avec le COD. Votre tuteur vous a remis quoi? Il vous a remis cette lettre. Cette lettre figure dans la phrase sous la forme de que, pronom relatif qui reprend son antécédent. Donc, on accorde. Vous repérez que c'est assez difficile. Alors, je vous donne un truc. Quand vous arrivez devant un participe passé, employé dans un temps composé, plutôt que de vous demander si c'est l'auxiliaire être, si c'est l'auxiliaire avoir, si le COD est avant, est après, s'il faut trouver le sujet, le COD, on ne sait jamais très bien. Vous vous demandez simplement, quand vous arrivez devant le participe passé, est-ce que je sais ce qui est concerné? Et ça marche systématiquement. Connais-tu cette lettre que votre tuteur vous a remis? Est-ce que je sais ce qui est remis? Ah bah oui, c'est la lettre. Donc, je mets un peu. Il a mangé une salade. Il a mangé. Est-ce que je sais ce que c'est au moment où j'arrive devant manger? Ah bah non. Donc, je n'accorde pas. Cette salade, il l'a mangée. Est-ce que je sais ce qui est mangé? Ah bah oui, la salade. Elle est connue. Est-ce que je sais ce qui est connu? Bah oui, c'est elle. Donc, j'accorde. C'est un truc, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut éviter pas mal d'hésitation. Et enfin, le dernier, sans difficulté, je suis le comte Almaviva qui meurt d'amour. Pourquoi est-ce que c'est un T? Parce que c'est le comte Almaviva qui est repris par le pronom personnel qui, le pronom relatif, pardon, qui doit devenir le sujet de mourir. Et ce n'est pas, évidemment, le je. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Jeunes gens, vous avez été remarquables d'assiduité et de... Vous n'oubliez pas le QCM sur Pronote pour la prochaine séance qui vérifie toutes vos compétences grammaticales de la classe de seconde. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.